La conférence We Horse Green de ce dimanche au Salon du Cheval d'Angers. On va parler avec Ludivine Dushmaker. Je l'ai bien fait ? Voilà, bon, on a révisé un petit peu avant. Ludivine, bienvenue sur ce plateau pour cette conférence. On va parler d'Equivégétal, votre société. Parlez-nous un petit peu de vous, de l'origine de cette société, tout ça. Oui, avec plaisir. Alors du coup, je suis dans le monde du cheval déjà depuis très longtemps. Je travaillais dans des assurances pour chevaux, etc. Donc j'étais déjà dans le domaine du cheval. Mais il y a un moment où j'ai voulu un peu donner du sens à ma vie et trouver un travail vraiment qui m'animait. Et j'ai suivi ma passion du végétal en me disant je vais faire une formation de pépiniériste pour apprendre à faire pousser des plantes, etc. Et évidemment, je suis passionnée par les chevaux, sinon je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Je pense que j'ai été mise sur un cheval, je ne savais pas encore marcher. Ma maman m'a donné le virus dès toute petite. Et en fait, j'ai fait un peu le parallèle entre les deux. Puisque pendant ma formation de pépiniériste, je me suis rendu compte que pas mal de personnes, de propriétaires de chevaux ou de gérants d'écuries, souhaitaient replanter des arbres, revégétaliser, mais qu'en fait, il manquait de fournisseurs, en tout cas, il manquait d'informations sur le sujet. Et en tant que futur pépiniériste, je me suis dit, on va joindre mes deux passions et les réunir dans Equivégétal, en fait. Il y avait un petit créneau là, voilà, qui correspondait, qui cochait toutes les cases. Exactement, c'est ça. Et c'est pas évident à mettre en place une société à la base. L'entrepreneuriat, c'est une aventure. Oui, voilà, c'est une aventure. Je pense qu'il faut avoir un tempérament assez indépendant et en même temps, je pense qu'il faut être énormément entouré, que ce soit par sa famille, ses amis et éventuellement d'autres entrepreneurs avec qui on peut échanger. C'est vraiment quelque chose de très très important pour y arriver en tout cas. Donc est né Equivégétal. Exactement, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que vous proposez avec Equivégétal, un petit peu votre définition en quelque sorte? D'accord, donc en fait moi je vais produire des arbres, donc je les fais vraiment partir de tout petits pour qu'ils arrivent à aller à une cinquantaine, soixantaine de centimètres puisque c'est bien de les replanter très jeunes et je fais vraiment que des espèces qui sont comestibles pour les chevaux et qui peuvent être replantées en toute sécurité dans les pâtures, dans les structures équestres. Et au-delà de ça, je commence aussi à proposer du conseil parce que j'ai quand même pas mal de personnes finalement qui sont très envieux. Enfin, ils ont vraiment envie de replanter, de revégétaliser. La seule chose, c'est qu'ils ils ont besoin de conseils pour savoir par où commencer, quels arbres, à quel endroit on les plante, à quelle distance, etc. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de mettre en place dans un second temps pour vraiment accompagner au mieux ou les gérants d'écurie ou les propriétaires de chevaux. En fait. Alors, la difficulté, j'imagine, c'est qu'il n'y a pas une recette miracle qu'on applique à tout le monde. Non, c'est exactement ça. Je pense que la réponse la plus adéquate, c'est de dire ça dépend. Ça dépend du sol, ça dépend du climat, ça dépend des objectifs, ça dépend. Enfin, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Et c'est aussi pour ça que je veux mettre en place un conseil à ce niveau-là, puisque les réponses ne sont pas universelles et elles doivent être adaptées à chaque projet et personnalisées finalement. Donc l'idée c'est, oui parce qu'effectivement il ne fait pas la même météo dans l'Oise où vous êtes localisé ou le sud, exactement. Que dans le sud. C'est vraiment des grosses différences au niveau de la végétalisation qu'on va appliquer? Alors, d'une manière générale, les arbres qui vont être fourragés sont globalement assez bien adaptés à toute la France. Il n'y a que quelques arbres où vraiment c'est impossible de les planter dans le sud. Si on prend des saules qui ont besoin d'énormément d'eau et qu'on va les planter dans le sable dans le sud, c'est sûr et certain que ça ne fonctionnera pas. Et à l'inverse, il va y avoir des arbres qui aiment beaucoup la chaleur, qui n'aimeraient pas avoir les pieds dans l'humidité, comme du mûrier ou du mécocoulier, qui eux vont être vraiment réservés au sud de la France. Donc j'imagine que ça va aussi dépendre si c'est un terrain qui peut être inondé de temps en temps. Exactement, ça aussi ça va avoir un impact, oui, complètement. Vous avez parlé de la notion, il y a la notion d'ombre aussi peut-être, parce qu'on va y venir un petit peu sur le réchauffement climatique, oui. etc. C'est des choses que vous prenez en compte aussi, que l'arbre puisse être fourragé, donc il peut être mangé, oui, bien sûr. Mais il peut être aussi un abri. Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que les arbres fourragés ne sont pas là uniquement pour servir d'alimentation aux chevaux.
Ils sont là certes pour diversifier l'alimentation, pour au niveau des chevaux leur permettre aussi d'exprimer un besoin, enfin une attitude en fait naturelle, puisque les chevaux naturellement vont aller grignoter des branches d'arbres. Je pense que d'ailleurs on s'est tous retrouvés à un moment donné avec un cheval en balade en train d'attraper des branches de noisetier. Je pense que ça nous est tous arrivé et c'est tout à fait un comportement naturel. Mais au-delà de ça, ça va être aussi important pour pouvoir faire de l'ombre, hein, comme vous dites, aux chevaux, éventuellement de les protéger du vent. Il y a aussi une possibilité quand on a des sols où on a quand même un peu trop d'eau dans les sols, venir planter des arbres qui vont un petit peu plus aider à absorber l'eau. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être intéressant en termes d'arbres fourragers, tout en le faisant en sécurité, parce que si les chevaux venaient à en manger, il n'y a aucun souci, et au contraire, ça va même être bénéfique pour eux. Justement, les plantes toxiques, hein, c'est souvent le thème de conférences dans les salons du cheval divers et variés. Il y a toujours une conférence sur les plantes toxiques. Ouais. C'est une problématique évidemment que vous prenez en compte de très près. Alors oui, d'ailleurs, en parlant de ça, j'anime un atelier juste après voilà. sur les arbres toxiques, non toxiques. Faites, hein. Exactement. Et oui, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment un intérêt à proposer des arbres non toxiques et que les propriétaires de chevaux puissent se dire, là, c'est sûr, je vais planter en toute sécurité, parce que s'il y a bien quelque chose qui nous inquiète en tant que propriétaire de chevaux, c'est ces fameuses plantes toxiques finalement. Donc là, au moins, il n'y a aucun problème. Moi, je vends que des arbres qui vont être OK pour les chevaux. Alors, si on devait en donner quelques exemples, voilà, je sais que les gens aiment bien avoir la petite fiche, etc. Alors, est-ce que je mets un chêne? Enfin, non, chêne, ça va mettre longtemps. Non, ça c'est pas. Non, je conseille pas de planter des chênes. Ça va être bien. Mais enfin voilà, quel type d'arbres on peut imaginer? Alors, les plus communs, on va dire, il va y avoir du noisetier, du frêne, les saules d'une manière générale, qui sont très appréciés par les chevaux. Mais on peut aussi aller sur des espèces qu'on imaginerait peut-être un peu moins, comme par exemple les aubépines, parce qu'il y a des épines, on se dit les chevaux ne vont pas y toucher, mais malgré tout ils aiment beaucoup manger les jeunes pousses, les fleurs, etc. Et en plus ça va, en plus d'avoir un impact pour les chevaux et pour l'ombre et pour tout ce que ça peut apporter, ça aura aussi un impact pour la biodiversité. Ça semble aussi quelque chose d'important à remettre au cœur de tous les hébergements équins en fait. Oui, c'est le thème que je voulais aborder sur une vision plus globale. On réfléchit pour son écurie, pour ses prés, etc. Mais on a vu avec les inondations, parfois, on sait qu'aujourd'hui, à force d'avoir retiré des haies, coupé des arbres, etc., ça peut amener pas mal de problèmes d'inondation. Vous êtes la solution miracle? Alors, la solution miracle d'une manière générale, oui, une petite partie en tout cas pour les gens qui ont des chevaux. Après, d'une manière générale, replanter des arbres, c'est la solution miracle. Mais oui, en fait, on fait un petit peu machine arrière. On a retiré énormément de haies. Il y a beaucoup de haies qui ont disparu malheureusement au moment où il y a eu le remembrement, etc. Et on se rend compte, finalement, ils avaient quand même une utilité, donc il y a des programmes effectivement de replantation de haies pour éviter ces phénomènes d'inondation dans les campagnes et dans les champs. Voilà, ça va vraiment aider en fait à être une solution. Et pareil, par rapport à l'impact carbone, par rapport d'une manière générale au changement climatique qu'on est en train de vivre, les arbres font partie d'une des solutions en fait. Et justement, ce changement climatique, hier on a eu une première conférence avec une fresque. C'est quelque chose, les arbres, ils vont... Alors, je ne suis pas spécialiste du réchauffement climatique, je dois le reconnaître, voilà. Mais les arbres vont changer, entre guillemets, à long terme, etc. Ça peut impliquer des choses, il va faire plus chaud, donc ça va modifier la végétation. C'est des choses que vous anticipez déjà ? Alors oui, effectivement, en termes de végétation, il y a quand même les arbres qui sont énormément adaptables. Il y a surtout les vieux arbres qui sont pas du tout adaptés, pas adaptés, ils n'ont jamais connu ça, donc c'est difficile et on va perdre des arbres assez âgés. Par contre, quand on va replanter des nouveaux arbres, ils vont quand même avoir une capacité un petit peu à s'adapter, et on va aussi pouvoir planter peut-être des choses, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des espèces qui vont être plutôt réservées au sud de la France, et peut-être que justement on va peut-être pouvoir commencer à les planter un petit peu plus haut en fait, et à se dire au-dessus de la Loire on va pouvoir commencer à planter ces espèces-là. Le sud de la France va bientôt être au nord. Bientôt toute la France bientôt sera dans le l'Oise, sud. Vous serez dans exactement, le sud de la France, oui, c'est ça. Les gens qui viennent vous voir, souvent on veut les choses tout de suite, le résultat tout de suite. Voilà. On vient vous voir, vous leur dites ça va prendre combien de temps pour avoir votre pré, votre espace végétalisé?
Alors une nouvelle fois, je vais utiliser la même réponse. Ça dépend. Alors ça va dépendre. Je commence à comprendre. Ça va dépendre en fait déjà des espèces qui vont être choisies, puisque on va prendre par exemple l'exemple du saule. Si vous plantez un saule dans un sol qui est assez humide, vous pouvez vous retrouver déjà avec un saule qui va faire 3 mètres dès la première année. Par contre, si vous prenez un arbre qui va pousser un petit peu moins vite, forcément, ça va mettre un petit peu de temps. Mais on va dire, pour avoir une haie, en tout cas, qui commence un petit peu à être pas mal en termes de hauteur, on va dire pour arriver déjà à 1,50 m, on va dire qu'il faut attendre 4-5 ans. Donc effectivement, c'est des projets auxquels il faut réfléchir maintenant pour en voir les bénéfices plus tard. Mais globalement, je trouve que d'une manière générale, les gens qui viennent me voir sont conscients en fait de ça. Et justement, se disent qu'il faut planter maintenant pour avoir les bénéfices plus tard, en fait. Le mieux, c'est quand on construit, quand on fait bâtir son centre équestre ou son écurie, on va partir du cas qui est assez rare, je dois le reconnaître, de la structure complètement neuve, complètement innovante. Oui. C'est de l'intégrer dès le départ. Oui, après c'est bien d'intégrer dès le départ dans les plans, de tenir compte des bâtiments qui vont être mis en place, des différentes séparations. S'il y a des séparations de parcelles, voir où est-ce qu'on va pouvoir planter les arbres, parce qu'il faut se dire qu'on les plante. Mais si dans 10 ans on a envie de tout changer, déplacer des arbres, c'est pas infaisable, mais ça commence à devenir compliqué plus les années passent et plus finalement ils sont bien en place. Donc faut réfléchir à la circulation, être sûr que ça va pas gêner avant de mettre en place les plantations par exemple. Concrètement, vous travaillez comment? Vous déplacez pour aller voir la structure? Voilà, ça se passe comment? Alors, moi, je ne me déplace pas dans la structure. Je peux prodiguer des conseils. Alors si les personnes m'envoient des photos, des vidéos et me remplissent un questionnaire très complet avec des détails, parce que malheureusement je dois m'occuper de la pépinière et de mes jeunes arbres, donc je peux pas être partie partout dans la France pour faire ce genre de visite. Et il y a d'autres personnes qui le font déjà et qui le font très bien, avec qui on peut travailler un peu en collaboration. Non, moi je vais vraiment donner des conseils et après plutôt m'occuper des plans et des expéditions quand il y a besoin, quoi. Alors votre pépinière concrètement ça représente combien d'hectares? Vous avez combien de chevaux? Non, il n'y a pas que des chevaux dans la vie, il y a aussi des arbres. Oui, c'est ça. Voilà. Combien d'arbres, voilà, avec quelques chiffres que vous auriez en tête? Alors là sur cette année, sachant que j'ai commencé l'année dernière, on est vraiment sur quelque chose d'évolutif, mais là je dois avoir à peu près 4000 arbres. Et par contre, en termes de structure, je suis sur une toute petite structure puisque je vais avoir moins d'1 hectare dédié à ça. Mais par contre, je suis en travail manuel majoritairement. Donc en fait, ça me permet de pouvoir densifier en fait la culture puisque j'ai pas besoin de passer des tracteurs, etc. Donc je peux en fait sur une plus petite surface produire plus. Après, à voir si ça fonctionne vraiment bien et au succès, là j'aurais effectivement besoin d'avoir certainement un terrain supplémentaire. Mais en tout cas, là, je suis sur moins d'1 hectare. Ah, quand on passe au salon du cheval d'Angers, ça va forcément, bien fonctionner. J'espère. Et exploser. Justement, votre présence ici, elle est importante. Quel est le message que vous délivrez et à quel moment? Enfin, voilà, votre organisation ici à Angers. Alors déjà, oui, je remercie le Salon du Cheval d'Angers de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui, me permettre aussi d'animer un atelier juste après. En fait, moi, j'ai vraiment envie de donner... on va dire oui, de donner aux gens cette conscience en fait des arbres et aussi même d'amener des gens qui n'ont pas conscience que les chevaux peuvent manger des arbres, parce que là vraiment on est sur un sujet où il y a des personnes qui sont encore trop en crainte de se dire oh là là, mon cheval il va manger des feuilles, si c'est toxique. Voilà, donc l'idée c'est de se dire que c'est possible, c'est naturel, mais par contre évidemment il faut surveiller, savoir lesquels sont les bons ou pas. Là il faut se documenter, se renseigner, mais voilà, le message à faire passer c'est ça, et de se dire que c'est maintenant en fait qu'il faut agir et commencer à planter, comme je disais tout à l'heure, pour avoir les effets dans quelques années, quoi. L'atelier, les gens qui vont venir vous voir juste après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors du coup, ce que j'ai prévu, c'est de faire un petit quiz. Je spoil un peu. Non, mais c'est pas grave. Bon. J'ai prévu de faire un petit quiz justement avec des photos d'arbres. Je pense que les gens vont pas tous avoir le même niveau, mais essayer de donner les clés pour reconnaître en fonction de la forme des feuilles, en fonction de la forme de l'arbre, etc. Montrer un petit peu ceux qui sont OK et ceux qui ne sont pas OK pour les chevaux.
Cette nouvelle vie, elle est un petit peu différente de celle dans les assurances. Complètement, mais elle est tellement plus passionnante. Mais justement, c'est compliqué à apprendre. Vous avez dit que vous avez passé une formation de pépiniériste. Oui, c'est ça. J'ai fait une formation de pépiniériste où vraiment là, on apprend en fait à multiplier les végétaux. Bon, les végétaux d'une manière générale, pas que les arbres. Et après, on apprend à les cultiver, à savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour tailler ou non, pour planter ou non, etc. Enfin voilà, il y a tout un apprentissage à faire à ce niveau-là. Après, je suis apprentie jardinière depuis une quinzaine d'années, donc il y avait déjà des bases en fait que je pense j'avais déjà, donc ça n'a pas été si difficile que ça en tout cas. Moi, je tourne la pelouse, ça compte comme apprenti paysagiste, non? Oui, Ouais, ça fait partie de l'entretien. Oui. Question un petit peu là vraiment pratique pour le coup, ça coûte combien les arbres voilà, si on veut faire planter ça, Alors après tout va dépendre des espèces, mais alors par contre d'une manière générale on est à 7,90 € sur un plan d'arbres. Et il y a certaines espèces qui vont être un petit peu plus élevées parce que peut-être un peu plus techniques aussi à obtenir, c'est-à-dire qu'il y a des espèces où les semis ne prennent pas aussi facilement que d'autres, donc voilà, c'est ça qui va faire après le budget, mais globalement on est à ce tarif-là pour un plan. D'accord. Finalement, c'est pas. Enfin, encore une fois, j'en plante pas, mais ça me semble pas excessif parce que sur, je sais pas combien vous allez en planter au maximum, mais ça va pas faire des sommes extravagantes. Oui. Alors après, sur des personnes qui vont avoir des projets plus importants où il y a effectivement des centaines de mètres de haies, là, on va être sur des projets plus conséquents. Par contre, effectivement, moi, ce que je conseille d'une manière générale, c'est plutôt de faire les choses progressivement, parce qu'en fait, quand on va planter, il faut se dire que si on a un été, alors dans l'Oise cet été, ça n'a pas du tout été le cas, on a eu beaucoup de pluie. On est voisins, je confirme. Voilà, c'est ça. Mais si on a des étés un peu secs, il faut se dire qu'il va falloir au moins arroser. Donc quand on fait des centaines de kilomètres de haies, il faut se dire qu'il va falloir gérer à un moment donné l'été. Donc c'est bien de faire progressivement et peut-être d'ajouter chaque année un petit peu. Déjà, ça répartit le budget et ça répartit aussi le travail qu'on va avoir à faire durant l'été. Bah, écoutez, parfait. Voilà. On a fait le tour ? Oui, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. La dernière question encore, on est toujours dans le pratique. Ici, vous avez un atelier, vous avez un stand Alors non, j'ai pas de stand. Voilà, non, mais non. vous êtes dans le cadre 8 Mais Horse Green. je suis là toute la journée, donc si des personnes veulent venir me avec voir et en un discuter... blouson vert, on peut pas voir. Voilà, 8 Horse Green, on est dans la thématique et dans l'équipe végétale en plus. Complètement. Et donc une fois que le salon sera fermé ce soir, enfin demain soir, mais en tout cas que vous serez parti, comment fait-on pour vous contacter ? Alors, je suis en fait disponible sur les réseaux sociaux. Donc, en cherchant Équipe Végétale, c'est assez simple. Voilà. Monsieur Google, il vous connaît. Exactement, il me connaît, on peut y aller. Et après, en termes de végétaux, il y a une boutique en ligne où directement on a accès à tout le détail des végétaux et j'explique justement pour quelles régions ils sont plus adaptés ou non. Et puis après, évidemment, s'il y a besoin de conseils, il y a mon adresse mail, me contacter via les réseaux sociaux, ça marche très bien aussi. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bon atelier. Merci beaucoup. Allons planter des arbres. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci.